Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Duru, qui est la fondatrice d'Utopia. Utopia, c'est un concept original destiné aux parents qui regroupe plusieurs activités. Un lieu de revente de vêtements d'enfants, un espace de jeu pour les enfants, un espace pour prendre un bon goûter et un lieu pour des activités ou des partages sur la parentalité. Et ce lieu est situé à proximité de Lille, la capitale des Hauts-de-France. Anaïs nous raconte son parcours professionnel qui l'a amené à découvrir différents métiers. On fait également un éclairage sur le syndrome de l'imposteur sur lequel Anaïs a mis le doigt il y a quelques temps. Elle nous explique les étapes qui l'ont poussée à entreprendre et comment elle a fait un virage suite au confinement. Je vous laisse découvrir cet épisode qui inspirera peut-être d'autres mamans et d'autres personnes qui ont une idée originale pour passer à l'action. Très bonne écoute à vous. Alors on va parler aujourd'hui d'enfants, on va parler de parents, on va parler de comment des fois c'est dur d'être parent et comment des fois c'est super d'être parent aussi. En fait, c'est un peu la traduction de ton leitmotiv mais en anglais, donc je ne l'ai pas fait comme ça se dira. Puis si tu as envie de le dire, toi tu le diras, mais voilà. Donc on est avec Anaïs Duru, qui est, et on ne va pas le cacher, une ancienne collègue avec qui j'ai travaillé pendant quelques années et qui aujourd'hui a ouvert un établissement un peu particulier. Et je ne vais pas en dire plus, je vais lui laisser la parole. Elle va nous parler de son parcours. Et puis après, elle va nous expliquer un petit peu ce qu'elle a créé. Et c'est vraiment ce côté entrepreneuriat qui m'a intéressé et qui a fait que je lui ai passé le micro. Ok, super, merci pour l'intro. Donc effectivement, je vais commencer par me présenter rapidement. Ensuite, j'essaierai de revenir sur mon parcours pour essayer de montrer qu'en venant de totalement ailleurs, on peut aussi faire des choses différentes ensuite. Et puis, j'essaierai de partager mon expérience de création d'entreprise, aussi récente soit-elle. Donc, je suis Anaïs, je suis lilloise d'origine, revenue sur l'île depuis un bon 10 ans, après 4 ans sur Paris et 2 ans sur Tours, pour des raisons professionnelles, on y reviendra. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur moi à titre perso Est-ce que tu es une maman? Ça peut aider. Ouais, ça aide, mais oui, j'ai 2 petites filles de 7 et 5 ans, que j'adore, surtout quand elles dorment. Non, vraiment, quand elles dorment, elles sont top. Voilà, c'est un peu le point de départ d'Utopia d'ailleurs, que c'est génial d'avoir des enfants, mais des fois on a besoin d'une petite pause. Et ce serait bien d'en avoir une autre que quand ils dorment. Et puis le reste, on va démarrer direct sur le parcours pro, je pense. Alors justement, au niveau de ton parcours, au niveau des études, qu'est-ce que tu as fait comme études et qu'est-ce que tu avais comme envie quand tu as fait tes études? En fait, j'ai mixé direct études et boulot parce que j'ai fait les deux en même temps, dès le départ. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Ça fait 22 ans que je travaille. Donc, en fait, déjà, quand tu dis ça fait 22 ans que je travaille, on te dit mais t'as quel âge? Mais t'as quel âge? T'as 52 ans? 50 balais, Voilà. Donc, c'est en fait pas si fréquent de commencer à bosser à 18 ans, surtout quand tu fais des études. Donc, au départ, j'ai fait des jobs étudiants, donc un premier boulot job d'été. On peut dire les enseignes? Bah oui, vas-y. Ouais, donc je suis pas sponsorisé, okay. J'ai pas d'obligation. On y va à fond. Vas-y. Donc j'ai bossé un mois en été à la Redoute, manutention. Clairement, à l'époque, c'est cooptation parentale. Donc maman travaille à la Redoute, donc tu peux venir bosser l'été un mois à la Redoute. Première vraie découverte du monde du travail, et on va dire de la réalité de ce que c'est que d'emballer des colis toute la journée et de distribuer le courrier. Donc j'ai fait ça pendant un mois. Pas d'avis en fait, tu vois, trop jeune, pas juste voilà, j'ai fait ça un mois et je suis retournée à l'école et voilà. Ensuite, je suis pas très forte en date, donc je vais pas commencer à vous dire en telle année j'ai fait ça ou quoi, parce que je suis vraiment mauvaise. Je vais même plutôt des fois vous dire ça c'était en 1912 voilà, histoire de vous faire comprendre c'était il y a longtemps, voilà. Bon bref. Donc à la base je voulais être prof de maths, donc je fais des études pour être prof de maths. Et puis j'ai assez rapidement quitté la maison pour vivre ma vie d'étudiante dans mon appart d'étudiant, et donc forcément il fallait de l'argent et j'ai pris un job étudiant. Donc j'ai fait un autre premier mois d'été chez Ikea.
vendeuse de vaisselle. Ça m'a bien plu. Et puis, j'ai décidé de bosser 8 heures par semaine, donc vendredi soir, samedi soir, pendant X années, chez Ikea. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. Il faut dire que ton papa travaillait chez Ikea. Voilà. Mais ça, on pourra y revenir. T'inquiète, je te laisse piloter. À un moment, je t'en ai pas parlé, mais je voudrais qu'on parle du syndrome de l'imposteur. Et ça oh bien. Ça joue un grand rôle, le fait que j'étais la fille de mon père. Oui. Dans le syndrome de l'imposteur. Mais je sais pas à quel moment. Ou bien on en parle maintenant. Tiens. Eh ben vas-y, balance. Allez, on en parle maintenant. Donc, j'ai travaillé chez Ikea, on va dire dans ma tête, et je pense aussi dans la réalité des faits, parce que mon papa travaillait chez Ikea, et donc il a donné mon CV, et j'ai été prise, je pense, assez facilement pour bosser 1 mois, parce que mon papa travaillait chez Ikea. Avant ça, j'ai bossé 1 mois à la Redoute, parce que à la Redoute, c'était comme ça. Les enfants des employés bossaient à la Redoute. En été. Du coup, ça a spoilé un peu la suite, mais c'est pas grave, c'est important pour comprendre cette histoire de syndrome de l'imposteur. Donc en gros, moi je trouve que j'ai été pris chez Ikea parce que j'étais à fille 2. On le verra après, j'ai fait une longue carrière chez Ikea. Mais très souvent, en fait, mon papa étant relativement connu dans le monde Ikea France parce qu'il travaillait au siège, très souvent on m'a présenté comme « Je te présente Anaïs, la fille 2 », même après 15 ans dans l'entreprise. Tu sais, c'est la fille 2. Et donc ça c'est une première chose. Ensuite dans mes études, en fait, j'ai démarré pour être prof de maths, enfin pour être prof de sciences. J'ai pas eu mon année parce que j'ai décidé de changer d'orientation pour être prof de maths. On m'a validé mes unités de l'année précédente et du coup j'avais plus que à avoir 4 de moyenne pour avoir mon année. Donc en gros, d'une année que j'ai pas eu, je me suis retrouvée à faire une deuxième année où il suffisait d'avoir 4 de moyenne. Donc j'estime que j'ai eu de la chance. Puis je suis rentrée en école de commerce. Et finalement, j'ai fait en alternance, etc. On reviendra dessus. Et j'ai eu mes années, mais grâce à mon alternance. Et tout au long de mon parcours, estimé qu'en fait, je suis quelqu'un de très chanceux, pour qui tout a toujours été facile. Ce qui est clairement vrai. Je sors pas d'un milieu ultra défavorisé où j'ai dû me battre comme une dingue, etc. Mais c'est aussi clairement pas possible que ce ne soit que vrai. Oui. Voilà. Et c'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est que toi, tu penses que jamais rien n'est fait parce que toi, tu le vaux bien, on va dire. C'est toujours parce que t'as eu de la chance, parce que tu es la fille d'eux, parce que... Et donc ça, je l'ai porté un bon moment, en mode... rien n'est vraiment dû au fait que j'ai bossé dur pour l'avoir. Dans la vie, c'est surtout que moi, de toute façon, c'est comme ça, j'ai de la chance. J'ai une bonne étoile. Voilà. Donc je voulais partager un peu ce sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le vit. Je l'ai découvert. En fait, je ne savais pas qu'il y avait un mot sur ce truc. Moi, je ressentais ce dans la vie, j'ai de la chance. Et en fait, j'ai pas fait d'efforts dans les études. J'ai eu tous mes diplômes parce que l'autre on me l'a donné. Il fallait avoir 4 de moyenne. Celui d'avant, je l'ai pas eu. Mais etc. Au bac, j'ai une mention au bac parce qu'en fait c'était hyper facile le sujet. Enfin, tu vois, c'est pas moi qui maîtrisais le sujet, c'est que le sujet était hyper facile. Voilà, cette année-là, comme par hasard, c'était super facile. Tout est comme ça dans ma vision des choses. Et puis un jour, j'ai découvert cette histoire de syndrome de l'imposteur qui est que tu te fondes d'une idée qui est que jamais rien n'est dû à ton dur travail, tout a été donné gratuitement. Et je me suis dit, tiens, ça ressemble quand même pas mal à ma façon de penser et peut-être que c'est ça que j'ai en fait. Et ça m'a un tout petit peu permis de me dire, allez, peut-être, je vais le mettre dans un coin de ma tête que quand même je fais des choses bien de temps en temps qui donnent un résultat. Et tu as totalement raison. Et je mettrai dans les notes du podcast des liens vers des bouquins qui sont hyper intéressants sur ce sujet-là, qui est hyper important et peu connu et des fois un peu rejeté. On dit ah non, c'est pas ça. Et l'autre truc qui est l'autre point qui est important dans le syndrome de l'imposteur, c'est aussi le côté étiquette, comme tu en as parlé. On a tendance à, et on pense qu'on le fait de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on a tendance à te présenter comme la fille de Eric parce qu'il est connu et donc ça facilite la relation. Sauf qu'en fait, ça te pose une étiquette sur toi. Et l'autre truc, c'est la même chose pour, malheureusement, souvent les femmes. C'est la femme de... Il y a plein de fois où ce genre de situations sont faites parce qu'on est encore dans une société où on a un peu de mal à chercher à savoir qui sont les gens et on pose des étiquettes. Donc, syndrome de l'imposteur, il a cette grosse difficulté. C'est est-ce que les gens ont voulu mal faire et je me retrouve dans cette situation? Est-ce que c'est moi qui pense? Enfin, on est souvent sur plein de trucs et là où tu as raison, c'est tu t'es même toi dit j'ai eu de la chance, c'est pas moi qui suis forte. Malheureusement, en fait, on se valorise pas dans ces cas-là. C'est clair, c'est clair.
Voilà, c'était la petite aparté sur C'était une bonne aparté. sur un sujet qui m'est venu à l'esprit au passage. Donc, où est-ce qu'on en était? Contrat étudiant. Contrat étudiant. Donc, j'ai fait un premier mois vendeuse vaisselle. J'entre en contrat étudiant. Donc, à l'époque, je veux être toujours prof de sciences. Contrat étudiant, 8 heures par semaine. Et là, je fais je suis conseillère en vente de cuisine équipée. Et là, je me découvre en fait une première passion. Je sais pas si tu le savais, mais en fait, je m'éclate parce que je suis toquée de l'optimisation de l'espace et je suis toquée de l'optimisation organisationnelle. Ça, je savais pas. Tu savais pas. Je me souviens que tu t'es éclaté dans cette équipe, tout ça, machin, mais... Donc, en fait, à l'époque, je savais pas que j'étais toquée de ça. Je le sais aujourd'hui parce que avec l'expérience, je vois bien que je fonctionne pas comme les autres sur ces sujets-là. Je veux pas vous détailler mes tocs. Non. mais je suis toquée de l'optimisation vraiment sur plusieurs plans, en fait. Et donc, être cuisiniste, c'est génial quand t'as ces tocs. Parce que c'est optimiser l'espace pour un lieu différent à chaque fois, une famille différente à chaque fois, donc ça peut être juste une personne ou une famille nombreuse, avec des besoins différents à chaque fois. Ça peut être quelqu'un qui cuisine jamais, qui veut juste un micro-ondes, ou quelqu'un qui cuisine énormément. Et donc chaque sujet est différent, et je me suis éclatée là-dedans, au point d'avoir dans ma liste, dès le départ, tiens, peut-être qu'un jour, je monterai mon entreprise de dessin de cuisine Ikea. Ok, top. Donc à 18-20 ans, quelque chose comme ça. Ouais, j'avais 20 balais. Ouais. Donc déjà là, dès le départ, alors la nuit, quand je m'endors, je vois des meubles de cuisine Ikea descendre en mode Tetris, tu sais, qui s'emboîtent les uns comme les autres. Non, mais c'est grave, c'est grave. Mais voilà, déjà sur le plan du métier pur, je m'éclate comme une dingue. Et aujourd'hui encore, donc ça c'était il y a 20 ans, aujourd'hui encore, quelqu'un me dit je vais peut-être refaire vas-y donne, je vais te faire le plan. Clairement, une fois par mois, je fais un plan de cuisine encore aujourd'hui, quoi. Alors que ça fait 18 ans que j'ai arrêté de bosser là-dessus. Donc vraiment, je me découvre une passion sur le métier lui-même, et surtout, je découvre une entreprise. En fait, à part ça, j'avais bossé un mois à la Redoute. Je découvre une entreprise qui me plaît bien. Voilà, je me sens bien. En fait, avec mon petit boulot de 8 heures par semaine, on me laisse prendre des initiatives, genre, je réécris des méthodologies de travail pour l'équipe, qu'est-ce qu'on doit faire quand on arrive le matin, ou comment on fait un bon plan de cuisine d'une petite cuisine, etc., etc. Donc voilà, je m'éclate bien. Je fais 2 ans comme ça, j'avance dans mes études. Finalement, je me rends compte que prof de maths, clairement, j'ai pas le niveau pour passer la grègue. Donc, je vais me retrouver devant des terminales L qui en ont rien à carrer de ce que je leur raconte, et je me dis, ça va pas le faire. Et donc, je décide de partir en école de commerce. Donc, une pseudo-école de commerce, on va dire. Je vais en MSG à l'IAE, en maîtrise de sciences de gestion à l'IAE de Lille, qui est un super cursus. T'apprends, en fait, à être gérant d'entreprise de manière généraliste. Donc, tu vas aller tous les sujets de la gestion d'entreprise. Voilà, on me retrouve là-dedans. Un peu par hasard, pas vraiment grâce à moi, voilà. Et puis je fais une année normale avec mon petit contrat de 8 heures à côté, et là je me dis rapidement, écoutez, quelqu'un a parlé toute la journée d'économie, de droit, du travail, de ceci, de cela, c'est long, c'est très long, ça va pas le faire. Donc je décide de finir mes 2 dernières années d'études en alternance, et à l'époque l'alternance n'existe pas chez Ikea. On est en 1912. À peu près 13. L'alternance n'existe pas chez Ikea, et donc un peu contrainte, je quitte Ikea et je cherche une autre entreprise pour faire mon alternance, et donc je fais mon alternance chez Auchan. Et là je découvre un tout autre monde. Donc je suis apprenti chef de rayon chez Auchan, je fais 1 année en boulangerie et 1 année en traiteur libre-service. Donc traiteur libre-service, c'est le rayon raviolis frais, pâtes brisées fraîches, etc. Donc à la fois une super expérience. Ça va être long si je rentre dans le détail de chaque expérience, donc on va pas le faire, mais à la fois une super expérience, en plus sur 2 métiers très différents, parce que la boulangerie chez Auchan, c'est un vrai métier où on fabrique le pain. On a de la farine, de l'eau, on fabrique le pain avec des chambres à pousser, etc. Enfin, ils reçoivent pas des pains tout faits. Donc avec des gars qui ont 40 ans de boîte, qui sont proches de la retraite, qui maîtrisent à fond, et moi, du haut de mes 12 ans et demi, qui suis censée les manager parce que je suis apprenti chef de rayon, il m'appelle la tiotte. Et va manager quelqu'un qui t'appelle... Bienvenue dans le Nord. Qui te dit salut la tiotte. Bref. Donc voilà, super expérience.
Mais à cette époque-là, Auchan est un virage, en tout cas le Auchan dans lequel je travaille, est un virage dans sa manière de manager. Ils ont compris qu'il fallait passer à autre chose, mais ils sont encore dans les anciennes méthodes. Et clairement, les anciennes méthodes, elles sont très 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 éloignées du management à la suédoise que j'ai connu pendant 2 ans et demi chez Ikea, et ça ne colle pas du tout à ce que j'ai envie de faire. Donc, on va dire clairement, je fuis la proposition de fin de contrat en mode non, vraiment, c'est pas ça que j'ai envie de faire, quoi. Et j'ai une proposition qui tombe du ciel parce que rien n'est jamais grâce à moi, de devenir directement manager à Ikea Paris Nord. Donc Ikea Paris Nord, c'est le gros magasin français en termes de volume de vente, mais aussi en termes de gestion managériale. Et donc on me propose de passer de ma fin d'études pour devenir manager, où en fait, bon ok, j'ai fait 2 ans d'alternance, mais j'y connais quand même pas encore grand-chose, directement manager à Ikea Paris Nord. Bah, j'accepte, hein, pourquoi dire non ? Pourquoi dire non ? Un job qui te tombe comme ça à la fin de tes études. Donc je déménage, je vais vivre à Paris dans le 14e, je trouve une cage à poules. Mais je suis contente parce que je suis dans Paris, je suis dans le 14e, et par contre je bosse à Paris Nord, donc j'habite au sud de Paris et je bosse au nord de Paris, en dehors de Paris. Donc quand il y a pas grève, etc., c'est 45 minutes de RER, c'est plus machin, c'est cool. Quand t'essayes de rentrer chez toi le mardi soir à 18h en voiture, c'est 3 heures de route. Voilà. À peu près. Donc, je fais 4 ans à Paris, je m'éclate pendant 4 ans, je me prends des claques. Clairement, par exemple, alors, j'ai eu la chance qu'on m'ait formée, donc on m'a mise d'abord en binôme sur un premier rayon avec une chef de rayon top qui connaissait bien son métier, qui m'a tout appris. Puis ensuite, on m'a laissée toute seule dans le plus petit rayon. Quand on m'a donné le plus petit rayon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce qu'en plus, c'était le rayon table à repasser, et je trouvais vraiment pas ça de l'amour. Ils sont où les meubles de cuisine ? Ouais, non, voilà. Donc, j'étais pas super contente d'avoir ce rayon, mais bon, voilà, c'était le plus petit, il fallait bien démarrer quelque part. Et en fait, première claque, moi j'ai cru que maintenant qu'on me disait, bah voilà, maintenant c'est toi le boss de ce rayon, ça voulait dire qu'il fallait que je sache tout, et que je devais tout décider, et que voilà, je devais assumer et prendre toutes les décisions tout seul. Et donc j'ai essayé de faire ça, et en fait, déjà, c'est très difficile de faire ça, surtout à 20 ans, 25. Allez, 25. Mais en plus, j'étais une des plus jeunes chefs de rayon à l'époque, en fait. Mais en fait, non seulement c'est parce que moi, j'avais vécu dans mes premières expériences Ikea, puisqu'on m'avait proposé de prendre des initiatives en tant qu'employé. Alors, pourquoi j'ai cru que je devais tout décider ? Je sais pas. Bref, j'ai essayé de faire comme ça, et je me suis rapidement retrouvée face à un mur avec mon équipe qui avait envie de prendre des décisions, qui a envie de prendre des initiatives, etc. Donc voilà, ça a mis évidemment un peu de temps de faire cette expérience et de la comprendre. Mais rapidement, de toute façon, j'étais face à un tel mur qu'il a fallu changer mon mode de management, et c'est là que j'ai commencé à devenir vraiment ce que j'appelle moi manager, c'est-à-dire à bosser ensemble avec tes équipes, à les faire grandir, à les faire prendre des initiatives, à les amener à progresser, etc., etc. En fait, t'as être chef, être responsable, et t'as être manager, et c'est 2 métiers différents. Aujourd'hui, par exemple, je suis chef d'entreprise, je prends des décisions. Oui. Mais à l'époque, ce qu'on me demandait, c'était d'être manager, et c'est pas du tout le même métier. Et donc je me suis éclatée à apprendre ce métier, comment on fait grandir les gens, du recrutement à quels sont tes besoins, qu'est-ce que je t'apprends, et dans le quotidien, comment je t'accompagne. Donc voilà, j'ai évolué 4 ans là, sur différents rayons, différentes équipes, etc. Je vais juste faire une parenthèse sur un point, c'est que quand tu parles du plus petit rayon du magasin, je vais remettre un éclairage, parce que souvent les gens ne se rendent pas compte, mais c'est qu'à 25 ans, on va dire, parce que voilà, les dates, tu prends quand même un rayon qui, en fait, plus petit rayon de Paris Nord, ça équivaut à comme si tu étais directrice d'un petit Carrefour Market ou autre. Il faut quand même prendre cette dimension-là, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point être un chef de rayon chez Ikea, c'est avoir une dimension et une responsabilité en termes de nombre de personnes et en termes de chiffre d'affaires qui est impressionnant. Et donc des fois c'est vrai qu'on rencontrait des directeurs de magasins qui disaient « Ah non, moi je veux pas être chef de rayon ». Attendez, vous êtes directeur d'une petite enseigne, je nie pas que vous avez des responsabilités, mais la seule chose c'est que je peux pas vous donner plus de responsabilités que vous en avez dans un job d'avant, quoi. Donc c'est vraiment important de le dire, et de dire que tu as fait tes armes en fait déjà sur des grosses structures en fait. C'est vrai, quand j'ai préparé le podcast, j'ai réfléchi à ça, parce que par la suite, en fait, je comptais le caler après. Merde.
En fait, par la suite, j'ai postulé en dehors d'IKEA. On m'a proposé d'être directrice de Maison du Monde. Et en fait, directrice de Maison du Monde, alors peut-être que ça a changé depuis, je n'en sais rien, mais fallait venir le matin, ouvrir la porte, compter la caisse, mettre en rayon, et c'est déjà pas ce que je faisais en tant que chef de rayon 15 ans auparavant sur le poste dont je suis en train de parler. Donc effectivement, il y a un gros décalage entre ce qu'on appelle un chef de rayon chez Ikea et ce qu'on appelle un chef de rayon ailleurs, qui d'ailleurs souvent s'appelle chef d'équipe. Oui. Donc tout à fait d'accord avec toi, je te rejoins. Et c'est vrai que c'est important de le souligner. Du coup... T'as fait tes 4 ans à Paris Nord et voilà. Il y a une nouvelle opportunité. J'ai fait mes 4 ans à Paris Nord, entre deux, toujours dans mon petit truc d'optimisation spatiale. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a repéré que je savais faire ça. On m'a demandé de dessiner les rayons organisation de la maison des magasins de Tours, Rennes et Rouen qui allaient bientôt ouvrir. Donc j'ai bossé un petit peu au siège pour dessiner ça. Et puis, j'ai ouvert le magasin de Tours, en tant que chef de rayon toujours. Donc là, je commençais déjà à avoir envie de faire autre chose. Tu vois, chef de rayon, c'est bon, j'ai fait quelques rayons, j'ai vu. Je tiens pas beaucoup en place, en fait. Une fois que j'ai fait le tour, j'ai du mal à faire. En fait, je fais un cycle d'1 an, j'apprends, et j'ai du mal à faire le deuxième cycle d'1 an pour appliquer ce que j'ai appris. On verra ce qui se passera quand Utopia aura 1 an. Mais voilà, souvent, au milieu de la deuxième année, il est temps de faire autre chose, quoi. Donc, bon, voilà, j'ai appris, j'ai fait quelques années, Ikea Tours s'ouvre. Allez, go, une ouverture, ça doit être super cool. Donc, je suis partie pour Tours. Et là, quand même, on n'a pas fait 2 challenges en même temps. J'avais déjà envie de passer sur la logistique, qui est complètement un autre domaine chez Ikea, et ça fait partie des choses qui sont géniales chez Ikea, c'est qu'on peut apprendre plein de métiers différents, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais envie déjà d'aller à la logistique, c'était compliqué, pas tout de suite, etc., etc. Bref, je passe sur Tours, toujours avec l'idée de logistique derrière la tête, mais on se dit, c'est une ouverture, on va faire une ouverture sur un métier de chef de rayon, et on verra après. Donc une ouverture, c'est super costaud. Tu démarres dans un Algeco sur un terrain vague. Tu vois ton magasin se construire à côté de toi entre les coupures de courant de ton Algeco. Et faut expliquer pourquoi il y a coupure de courant, c'est qu'il y a un câble qui relie le magasin au truc et puis il y a un gros camion ou une pelle ou un truc qui passe et qui l'arrache et vous êtes en train de bosser, il y a plus de lumière, il y a plus d'ordinateur et plus rien. Donc t'es sur ton chantier, tu vois le magasin se construire, tu démarres de rien, faut recruter totalement l'équipe, faut la former totalement, parce qu'en fait, quand t'arrives dans une équipe où il y a, je sais pas moi, 8 vendeurs, et t'en recrutes un, en fait, il se fait former par les autres. Mais là, quand il faut former tout le monde, c'est une toute autre histoire. Donc tu démarres vraiment du début, et en fait, c'est presque, alors que, évidemment, c'était ultra cadré, ultra, enveloppé dans un cocon par les équipes Ikea du siège, par la directrice du magasin, par, d'autres personnes. Moi, j'étais presque exécutante. Je suivais un plan écrit, on va dire, mais c'est quand même comme une création d'entreprise pour laquelle on t'a écrit le plan. Donc tu suis un plan, mais ça te donne des premières bases de comment on ouvre un truc en fait. Et donc j'ai suivi ce plan, on m'a dit à telle date tu recrutes tes équipes, à telle date j'ai recruté mes équipes. Et encore, ça se fait pas tout seul, chez Ikea, un recrutement, tu rencontres les gens en tant que manager pour voir s'ils sont des gens avec qui t'as envie de bosser et aussi si tu penses qu'ils ont la compétence métier. Mais il y a d'autres facettes du recrutement qui sont gérées par les ressources humaines. Donc voilà, c'est très encadré, etc. Bref, tu recrutes, tu formes, tu construis. Clairement, l'aménagement du magasin, tu remplis le magasin, puis un jour t'ouvres, tu fais entrer des clients, etc. Puis là, on a fait le tour. On a fait le tour à Tours. Voilà. Alors Tours, au passage, c'est une super ville. Je me suis éclatée. T'as presque l'impression d'être en vacances dans cette ville. Alors déjà, pour le coup, le magasin était à 5 minutes de mon domicile. Ça change un petit peu. Ça change un peu la vie. T'as la Loire et le Cher qui sont magnifiques. T'as plein de restos, plein de bars. Enfin bref, je conseille Tours à tout le monde. Et donc après 1 an, je suis passée enfin en logistique. Donc gestion du dépôt qui n'est pas visible des clients. Chez Ikea, il y a 2 dépôts. Il y a le dépôt dans lequel les clients peuvent se servir. Il y a un autre dépôt caché derrière dans lequel on prépare les commandes. Donc j'ai appris une partie du métier logistique là. J'ai fait 1 an. Et puis ensuite, il était temps de changer. Non, c'est surtout qu'ensuite, ça faisait 2 ans qu'on était à Tours. On est tous les 2 du Nord avec mon conjoint. Et là, c'était en mode, on commence à se sentir vraiment bien à Tours. Soit on rentre maintenant sur l'île pour un jour faire des enfants près des grands-parents, etc. Soit on va vraiment construire des relations à Tours et ensuite, on n'aura plus envie de bouger. À la base, stratégie, choix à faire. À la base, on avait dit on reste 1 an et là, on s'est dit ça fait 2. Qu'est-ce qu'on fait ? On est bien, il fait beau. Il y a la Loire, il y a le Cher, il y a des bons restos. On commence à avoir des potes. Il faut partir. Tout est logique dans ce que je viens de dire. Il faut partir, sinon on n'arrivera plus jamais à partir. Et donc, je décide de rentrer dans le Nord. J'écris un email aux 2 responsables des ressources humaines des 2 magasins du Nord, dont toi.
C'est vrai. En disant, je veux rentrer, si vous avez un poste, faites signe. Et les deux me disent, j'ai rien. Bon, on va aller voir ailleurs. Et donc, c'est là que j'ai postulé chez Maison du Monde, où je me suis dit, clairement, un métier de directeur de magasin dans un petit Maison du Monde, c'est moins intéressant qu'un métier de chef de rayon ou de responsable logistique, manager logistique chez Ikea. Donc, je n'ai pas envie de faire ça, pour un salaire moindre, en plus. Ouais. Et j'ai trouvé un poste qui me plaisait bien chez Leroy Merlin. Après 7 entretiens. Wow. Oh, comme quoi, il n'y a pas que chez Ikea. Après 7 entretiens en habitant Tours, n'est-ce pas? C'était responsable logistique d'un magasin à Lens, pour ensuite, en plus, développer une nouvelle façon de travailler pour Leroy Merlin sur la logistique entre leur plateforme de Delta 3 et les magasins français. Donc, double vision, long terme, très concret terrain et stratégique, génial. Et là, tu m'appelles et tu me dis, j'ai un truc à te proposer, je te dis pas quoi, viens, on discute. Ok. Ce qui est énorme, c'est que déjà je m'en souviens plus. C'est déjà le premier. Non, ce qui est intéressant, c'est que je t'avais connu à l'époque en tant que moi j'étais assistant RH, t'étais en contrat étudiante. Je t'avais recroisé à Paris Nord et je me souviens d'avoir entendu parler que tu étais en train de faire toute la stratégie pour les 3 magasins en construction. Et enfin voilà, on se connaissait de loin entre guillemets. J'avais suivi ton parcours parce que forcément t'étais encore une fois, l'étiquette, tu étais la fille du responsable logistique avec qui j'avais commencé chez Ikea et avec qui je m'entendais bien aussi. Donc voilà, on suit les parcours des uns et des autres, mais l'étiquette encore elle est là. Mais donc tu vois, je vais te laisser la suite parce que je ne me souviens de rien du tout. Donc tu m'appelles et tu me dis, j'ai un truc à te proposer, mais je te dis pas quoi, viens, on en discute. Putain, j'étais bon dans le teasing déjà. Ok, go. Et en fait, en réalité, t'avais 2 postes possibles en tête et tu savais pas lequel me proposer. Et donc, tu voulais connaître mes envies pour savoir ce qui était le plus adapté à mes envies. Et donc, en fait, t'avais chef de rayon cuisine dans ta poche et t'avais responsable en restauration. Et en fait, moi, dans ma tête, j'ai une super opportunité chez Leroy Merlin. J'ai la cuisine que j'adore, être chef de rayon cuisine alors que j'adore ça, ou faire un nouveau truc en restauration que je connais pas du tout. Et là, tu sèmes la pagaille dans mon esprit, parce que j'étais partie pour aller chez Leroy Merlin, en fait. Et donc, je crois que c'est une des premières fois où je fais un tableau avec les plus et les moins de chaque hypothèse. Bon, clairement, le Leroy Merlin, en termes de salaire, en fait, il faisait pas le poids. Surtout pour le job proposé, en fait. Parce que c'était costaud quand même, avec une idée de stratégie, Delta 3, machin, ça faisait pas le poids. En plus, on va pas se mentir, nouveau CDI, période d'essai, et Ikea paye le déménagement de ses collaborateurs. Effectivement. Donc, sur le plan salarial, le Leroy Merlin, ça faisait pas le poids. Et en plus, je trouvais que le risque était en fait trop important par rapport au gain potentiel. Enfin bon, voilà, on va pas en parler 3 heures, mais voilà, je trouvais que le risque était trop important. Donc j'exclus le Leroy Merlin, et chez Ikea, il me reste cuisine ou restauration, et je pars en restauration. Et je trouve qu'on va mettre en lumière vite fait, mais tu as utilisé un des outils que je conseille à plein de gens, parce que des fois on veut aller chercher plein d'outils, machin, les plus-moins. Enfin, voilà, cette liste, ce tableau, cet outil, et souvent, quand on est au bout de notre réflexion, qu'on a pensé à plein de trucs, le plus-moins, il n'y a rien de mieux. C'est vrai. Ouais. Voilà. Il y a plus de lignes dans le plus. Voilà. Éventuellement, tu peux pondérer et dire celui-là, il est plus important, machin, mais... Ça, tu peux faire plus, voilà. plus, et puis ainsi de suite. C'est ça. Mais ouais, non, vraiment, ça m'a aidé. Et donc, j'ai choisi de passer en restauration pour apprendre une nouvelle chose que je connaissais pas. Et alors là, encore une fois, j'y connaissais rien en restauration. Grosse découverte. Je suis restée 4 ans, donc sur le magasin des Nains Beaumont. Alors, le poste, c'est un poste un peu particulier. Donc, c'était travailler dans le restaurant d'Ikea à l'étage, dans lequel il y a 450 places assises, qui peut faire 1000 couverts un samedi, pour être responsable de toute la partie salle, donc des 450 places assises, et plonge. Il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de la partie cuisine pure, on cuisine les plats. Et en même temps que ça, être responsable de la petite épicerie entre guillemets, d'Ikea et Nains Beaumont, du rez-de-chaussée, donc une épicerie qui a environ 200 références, une épicerie suédoise, plus le bistrot qui est à côté, donc qui fait des hot dogs, le fameux bistrot qui fait les hot dogs. Donc voilà, c'est-à-dire que déjà, je suis responsable d'un truc qui est sur 2 étages différents, qui marche les 2 à la même heure, parce que le bistrot ça cartonne entre midi et 2, et le resto ça cartonne entre midi et 2, donc faut se partager sur les rushs aux 2 endroits. C'est une équipe de 14 personnes. De l'hygiène à gérer, des DLC.
Enfin, voilà. des dates limites de consommation. Je découvre exactement les normes d'hygiène et je pense franchement dans l'un des meilleurs endroits pour le découvrir parce que les process Ikea en termes d'hygiène et de sécurité alimentaire sont au top. Et ça, aujourd'hui, dans Utopia, ça m'est d'une utilité de dingue. Donc, en fait, quand on viendra à parler d'Utopia, on se rendra compte qu'il y a plusieurs facettes du métier. Transposition des compétences. Et voilà. Et tout ce que j'ai appris tout au long de ma carrière est utilisé dans Utopia. Donc voilà, je fais 4 ans en restauration. J'ai fait plus d'1 an. Ouais, c'est vrai. On s'est vu souvent le samedi à la plonge. Voilà. Donc je fais tout, hein. Je fais du terrain, je fais du management. Ce qui est aussi génial chez Ikea Food, c'est que c'est une entité totalement séparée, économiquement parlant, du magasin. En magasin, en tant que chef de rayon, on gère notamment son chiffre d'affaires et sa marge. Le détail et l'analyse sont gérés par des personnes qui sont spécialistes du métier chez Ikea. À Ikea Food, on a un compte d'exploitation rien que pour nous, et on le gère totalement nous-mêmes. Et en plus, on gère la commande des produits. Alors que en magasin, on décide ce qu'on veut pousser, ce qu'on veut moins pousser, mais il y a un système informatique avec le passage en caisse qui commande automatiquement, même s'il y a une surveillance logistique. À Food, tu prends ton crayon gris, tu vas dans ta réserve, tu notes sur ton papier combien il t'en reste, t'appelles ton fournisseur, enfin non même, tu lui envoies un fax. C'est vrai, à l'époque. Voilà, à l'époque, tu lui envoies un fax et tu lui dis je voudrais pour dans 3 jours recevoir ça. Et là, ça me sert aussi ce que j'ai fait chez Auchan en traiteur libre-service, où tu faisais de la commande le lundi pour le jeudi, le mardi pour le samedi de la semaine suivante, etc., etc. Voilà, ça me sert. Bref, c'est une gestion très différente et beaucoup plus proche de l'entrepreneuriat. Donc je m'éclate, j'apprends toutes les facettes du métier, l'hygiène, pas le service à table parce que c'est pas du service à table, mais on débarrasse, comment on s'occupe d'un client en salle, comment on fait en sorte qu'il libère la place parce que il y a 450 places assises et on fait 1000 couverts, la plonge, gérer les déchets sales, gérer les parties propres qui est une grosse part du boulot, et puis gérer les stocks, gérer les DLC, s'assurer que les produits soient d'une bonne hygiène alimentaire. Enfin bref, j'apprends tout un tas de choses, ça dure 4 ans, je m'éclate. Au bout de 4 ans, j'ai fait le tour, il est temps de changer, et j'ai envie de passer à des parties plus stratégiques, de passer de mon niveau de manager à manager de manager, et ce qui s'appelle chef de département chez Ikea, et surtout, c'est pas que être manager de manager, c'est travailler sur les stratégies, quel que soit le métier que tu fais, à 3 ans, à 5 ans et à 10 ans de où on emmène le magasin, et donc être membre du comité de direction du magasin. Donc je fais 1 an de formation chez Ikea pour apprendre ça. On va passer quelques étapes. Oui. Et à un moment, je deviens responsable de département logistique, ce qui est responsable de la stratégie logistique à plusieurs années, responsable de la gestion des stocks informatiquement, responsable des personnes qui mettent en rayon, qui déchargent les camions, et responsable des personnes qui préparent les commandes des clients. La petite parenthèse, c'est qu'il faut savoir que Ikea, c'est avant tout de la logistique. Même si c'est de la vente, pour les clients, c'est de la vente, mais c'est avant tout, le produit doit être disponible pour se vendre. C'est Donc, ça. Voilà. C'est ça. On dit souvent que les vendeurs vendent le produit qui est disponible. Ils vendent pas toujours le produit qu'ils aimeraient vendre. Malheureusement. Voilà. Donc c'est une grosse chaîne logistique Ikea entre évidemment les fournisseurs et ce qui se passe en magasin. Bref, donc je m'occupe de ça quelque temps, je m'éclate quelque temps, j'apprends du coup à développer des stratégies long terme, des business plans, des stratégies commerciales, etc., etc. Ça aussi, ça me sert incroyablement aujourd'hui. Puis, dernière étape pour finir sur l'expérience Ikea, je deviens responsable marketing. Pourquoi ? J'en sais rien. T'as pas fait les plus et moins, j'en sais rien. On m'a dit tu veux être responsable marketing, vas-y, je veux être responsable marketing. File, je prends. Donc voilà, je fais une dernière année chez Ikea et ça bouclera 20 ans d'Ikea où je suis responsable marketing et encore une fois, j'apprends des milliards de choses. Donc ce que c'est que de l'emailing, comment ça se rédige, comment on l'envoie, gérer une page Facebook, gérer une page Instagram, enfin, j'avais fait des plans médias dans mes études, mais là, je redécouvre, du coup, 20 ans après, oui. Alors des plans médias faits par le siège, hein, c'est pas moi qui fais les plans médias, mais du coup, ça me remet dans le bain, travailler avec les radios pour faire de l'annonce locale, enfin voilà, il y a un peu de prise de décision locale,
de gestion locale et une grosse visibilité sur ce qui se fait au national et donc la stratégie de communication d'IKEA, qui évidemment me sert aujourd'hui aussi. Et puis là, j'arrive quand même à un moment, et je pense que le fait d'être dans la communication y est pour beaucoup, où déjà je travaillais seule pour les 2 magasins de l'Homme et des Dames au Monde, pour les Hauts-de-France. Et j'arrive à un moment où pendant des années, je me suis éclatée dans un cadre génial, et là, je bute sur les bords du cadre. Je me sens limitée par un cadre trop strict. Parce que on communique dans le cadre de la charte Ikea. On change pas le logo Ikea comme on veut, on n'utilise pas les couleurs qu'on veut, on doit parler sur le ton qui est décidé, et c'est tout à fait normal. Mais moi, je me sens restreinte dans la créativité et dans la prise de décision que je pourrais avoir. Et je me dis, j'ai fait de la logistique, j'ai fait de la vente, j'ai fait de la restauration, j'ai été manager, j'ai été vendeuse, j'ai été manager de manager, membre du c'est bon, j'ai fait le tour de ce qu'on peut faire dans un magasin Ikea, même si j'ai pas tout fait, hein. Il y a encore plein d'autres métiers chez Ikea, je vous rassure. Mais moi, là, je me dis, il est temps de faire autre chose. Ça démarre quelques mois avant la prise de décision de je quitte Ikea. Je quitte Ikea pour monter mon entreprise, parce que c'était très clair dans ma tête. Et donc, en décembre 2019, je quitte Ikea pour monter mon entreprise. Là, on arrive dans la phase beaucoup plus fraîche dans le temps. Et j'ai toute une liste d'idées de trucs à faire, en fait. Entre cuisiniste et plein d'autres choses, j'ai une liste. Et j'en prends une idée dans la liste. Mais dans cette liste, c'est beaucoup de l'entrepreneuriat? Une liste, c'est que de l'entrepreneuriat. Okay. Une liste d'idées d'entreprises à créer. Je sais pas, moi, il y en a 10. Si quelqu'un veut une idée. Je vends. Voilà. C'est un bon business, ça. Si quelqu'un veut une idée, je vends. Bon, bref. Donc, je prends, celle qui, à ce stade de ma vie, je suis maman, j'ai 2 petites filles qui doivent avoir 5 et 3 ans. Eh ben, je pioche, ouvrir un lieu de vie pour les mamans. À l'époque, pas pour les parents. Ouvrir un lieu de vie pour les mamans. Je l'ai pas dit dans ma présentation, mais j'aime bien le sport. Alors, j'en fais pas tout le temps. mais c'est un sujet. Voilà, j'aime bien le sport. J'ai fait 12 000 heures de sport. Allez, pour la petite histoire, j'ai fait du lancer de marteau et j'ai fait du saut à la perche. Des sports très classiques, voilà, très communs. En 1912. Et j'ai surtout fait de la course à pied, on va dire, toute ma vie, même si pas tout le temps. À la naissance de ma première fille, à la naissance de ma deuxième fille, j'ai trouvé très compliqué, alors que j'avais plein de temps, parce que j'étais en congé mater, de faire du sport. Parce que, pour moi, grand respect aux personnes qui le font, mais c'était inconcevable d'aller courir en poussant une poussette. Je peux comprendre, et j'ai beaucoup de respect pour les papas, les mamans qui font ce truc-là. Voilà, c'était pas possible dans ma tête, hein, je ne m'imaginais pas faire ça. Bref, j'ai eu du mal à reprendre le sport, ça a été une frustration, et donc je quitte Ikea avec une idée de lieu de vie pour les parents orientée sur cette problématique. C'est la V1 d'Utopia. C'est une salle de sport dédiée aux mamans dans laquelle on s'occupe des enfants pendant que la maman fait du sport, avec un salon de thé, parce qu'on va pas juste se contenter de faire une salle de sport. Normal. Voilà. C'est trop facile. Voilà. Avec un salon de thé dans lequel on peut aussi se poser si seul notre enfant fait du sport, et dans lequel il peut aussi y avoir des conférences. Voilà. Un projet sans patoche, qui en décembre 2019 est comme ça une idée, et donc je vais essayer de me remémorer. Là, c'est un peu moins clair, enfin c'est un peu moins calé dans mon esprit parce que c'est très frais en fait, et donc par rapport à mon cursus Ikea qui est bien acté dans mon esprit, recul, voilà, noté. Voilà, là je vais essayer de pas être trop brouillon, mais je vais essayer d'avancer step by step sur les étapes de la création d'Utopia du coup. Donc Utopia V1, j'ai l'idée et je décide go quoi. Donc comment on fait? Step 1, j'écoute des podcasts de création d'entrepreneuriat et notamment le F Collective que je conseille, qui est en plus, je sais pas si t'as un gros public plutôt lillois sur ton podcast, mais en plus le F Collective interview beaucoup de créateurs d'entreprises lillois. C'est féminin, exclusivement féminin. Quand j'écoute ça, d'une part, je pioche énormément d'informations sur comment on fait pour créer une entreprise, et d'autre part, les business me parlent parce que je les connais, parce que ce sont des business lillois. Donc je trouve qu'on met beaucoup plus en exergue ce dont on parle quand on connaît le lieu. Et donc je conseille vraiment vivement ce podcast. On parlera du F Collective un peu plus tard. Essayez de m'y faire penser si j'oublie. Je vais essayer. Et en plus, donc dans chaque épisode, un entrepreneur explique son parcours et il y a des petits outils à prendre
comme je suis en train de le faire là, en fait, tout simplement. Et en plus, il existe une bible de l'entrepreneuriat avec une liste de ressources qui est géniale. Sur le F Collectif, donc je vous le conseille. Donc voilà, je commence par là, j'écoute, et là je découvre Charlotte de Chicon Pressé, si vous connaissez, à Lille, dans son épisode, dit « Je suis passée par la BGE ». Ok, BGE, qu'est-ce que c'est ce truc? Donc, BGE, c'est un organisme national que vous pouvez trouver dans toutes les régions qui accompagne les entrepreneurs, un peu comme la CCI. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, certains optent pour la BGE, d'autres pour la CCI. Ça dépend aussi, je pense, des régions dans lesquelles certaines régions, l'un est plus fort, l'autre est plus fort. Nous, à Lille, ils se valent, et j'ai choisi la BGE parce qu'il fallait bien choisir l'un des deux. Voilà. Et donc, je me suis fait accompagner pour ma création d'entreprise par la BGE. Il y a 2 axes. Il y a la formation et il y a l'accompagnement avec une personne qui te suit dans ton projet. Donc, moi, j'ai adoré la formation. J'ai choisi une formation qui s'appelle genre devenir créateur d'entreprise ou créer son entreprise. Enfin, on peut pas se louper sur le titre, c'est très très clair. C'est un truc en 9 modules qui dure à peu près 1 mois et demi, en gros 9 fois 2-3 jours, quoi. C'est étalé. Et là, en fait, moi, j'ai révisé tout ce que j'avais vu à l'école, où je me dis, finalement, ça m'a mes services, machin. Mais en fait, à l'école, j'avais appris ce qu'est que d'être un entrepreneur sur toutes ses phases, c'est-à-dire la compta, le droit du travail, le marketing, la communication, les plans médias, comme je disais, je l'avais vu à l'école, etc., etc. C'était loin derrière moi, c'était il y a 20 ans. Refaire ça à la BGE, c'était génial, d'une part parce que j'ai appris plein de choses, et d'autre part parce que c'était assez facile à apprendre parce que je l'avais déjà vu. Et aussi, surtout, c'est pas que une formation, c'est à chaque module, toi, qu'est-ce que tu fais sur ce sujet pour ton entreprise? Et donc, je conseille vraiment de le faire en phase de création parce que t'as l'idée, mais t'as pas écrit comment tu vas faire pour ouvrir ton idée. Et donc, ça t'aide parce que à ce moment-là, chaque module, on te dit, ok, comment tu vas communiquer en marketing, comment tu vas communiquer pour avoir des clients. En business model, c'est quoi ton business model? Qu'est-ce qui rapporte de l'argent? Qu'est-ce que tu vends, etc., etc. Ça m'a propulsé. Je le conseille vraiment. Et après, il y a un accompagnement en tête à tête avec une personne qui dit, bon, bah, t'en es où? Quelles sont tes difficultés? Ah, bah, là, j'ai un contact, je peux t'aider, etc., etc. Il y a même la possibilité, moi, je ne l'ai pas prise, mais de se faire accompagner en post-création. Pendant 3 ans. Là aussi, j'ai découvert 2 bouquins que je vais vous conseiller. On les mettra dans vraiment les références dans les notes du podcast, mais au moins, tu peux déjà les citer. Voilà. Donc, il y a le backpack, le sac à dos de l'entrepreneur. Moi, j'ai le numéro 4. Il y a peut-être déjà un numéro 5. J'en sais rien. Enfin, moi, j'ai la 4e édition. C'est déjà pas mal. Et en fait, c'est un recueil de tous les outils qui existent pour créer son entreprise. Genre, j'ai besoin de faire de la comptabilité, bah, qu'est-ce qui existe pour faire sa comptabilité? J'ai besoin de faire une newsletter, quel outil existe pour faire une newsletter? C'est un recueil de sites et d'outils et d'applis. Il est génial. Et moi, j'en ai découvert un autre. Alors, bon, ceux qui sont peut-être déjà sur le sujet de la création d'entreprise connaissent peut-être le modèle Canva pour décrire son business model, qu'on utilise à BGE, que je trouve super, qui permet d'affiner qu'est-ce que je vends, à qui je le vends, comment je le vends, donc les canaux, etc. Et ce deuxième bouquin, qui s'appelle Business Model Nouvelle Génération, écrit par Alexander Osterwalder et Yves Pigneur aux éditions Pearson, aide à entrer très en détail et à donner des idées sur chaque pan du modèle Canva pour développer son business en n'ayant rien oublié et en étant dans une stratégie efficace. Et en l'occurrence, si vous n'avez pas les moyens, parce que vous dites que vous n'allez pas investir là-dedans, sur le site de la CCI, sur les différentes CCI, vous avez souvent des pages complètes avec des vidéos pour comment le remplir si jamais vous n'avez pas l'envie d'investir. Mais en tout cas, effectivement, là où je rejoins Anaïs, c'est que quand on est accompagné là-dessus, c'est déjà ça en moins à penser. Parce que être entrepreneur, c'est plein de petits détails et au moins déjà avoir sa stratégie écrite, ça change la donne. Donc voilà, j'en suis là. J'ai ma V1 en tête, je me fais accompagner par la BGE, on est en janvier 2020, en mars. Il se passe un truc. Je trouve un local. Ah merde, avant du truc qui va se passer. Voilà, donc en mars, je trouve un local. Le local actuel? Non. Okay. En mars, je trouve un local à louer dans le centre commercial au coin d'Utopia. Okay. Donc un local à louer, je fais des plans, donc avec un architecte.
On est à la Madeleine, près de Lille. Je vais le préciser parce qu'effectivement... On est à Madeleine, près de Lille. On fait des plans, donc on dessine une salle de sport, deux, une pour les mamans, une pour les enfants. On met des tapis de yoga au sol dans notre salle. Donc, je sais pas, moi, je me rappelle plus à l'époque, mais imaginons que chaque salle de sport fait 50 mètres carrés. On met 40 tapis de yoga dans l'une, 40 tapis de yoga dans l'autre. Et je dépose mon dossier le 15 mars 2020 auprès du bailleur du local pour lui dire, regardez, donc un dossier, c'est-à-dire un business plan. En 2 mois, j'avais bouclé un business plan, trouvé un local, monté le projet, etc. Chapeau. Faut le dire, là, vraiment, chapeau. Donc voilà, je dépose le dossier au bailleur pour lui dire, regardez mon super projet, donnez-moi ce local. Une question avant ça, y a les banques et tout ça qui sont déjà derrière toi ? Pas encore. Je vais commencer mes démarches en parallèle, en fait. Okay. Et donc voilà, je dépose ce dossier, et le lendemain, vous savez tous ce qui s'est passé, mais il s'est surtout passé qu'on a fermé les salles de sport. Exact. Et moi, quand j'ai entendu pandémie, on ferme les salles de sport, j'ai tout de suite compris que mon business model tombait à l'eau. Parce que dans une salle de 50 mètres carrés, plus jamais on ne mettrait 40 tapis de yoga. Plus jamais personne ne voudrait être collé à son voisin pour faire du yoga. Et donc, soit on passait à 15 tapis, soit on pouvait pas faire ça. Ouais. Et donc, passer à 15 tapis, ça te change ton modèle de rentabilité et t'es pas rentable. Alors, je fais juste une parenthèse parce que c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que le plus jamais, il y a certaines personnes qui ont été optimistes et qui disent, en fait, ce que tu as fait là, c'est tu as déterminé une vision et tu as décidé la stratégie en fonction. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui auraient dit à ta place, dans quelques mois, on pourra remettre 40 tapis. Peu importe qui a raison ou pas, en tout cas, toi, tu as pris une décision par rapport à ça et tu as agi et tu as mis en place une stratégie. C'est ça. J'ai peut-être tort, mais j'ai imaginé que les gens n'auraient plus envie d'être proches de leurs voisins en faisant du sport. Et donc, je me suis dit, ça tombe à l'eau. Je ne peux pas ouvrir une salle de sport avec 40 tapis, et si j'ouvre une salle de sport avec 15 tapis, je ne suis pas rentable, donc je ne peux pas faire mon projet. Donc j'ai prié pour que le bailleur n'accepte pas mon dossier. S'il vous plaît, c'est la pandémie, il faut pas l'accepter, je vous le dis. J'ai pas les banques. Voilà, donc là j'ai prié pour que le bailleur n'accepte pas mon dossier. Et en fait, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Voilà, confinement, patati patata, j'ai plus endormi. De nouvelles. Voilà. Et donc, moi là, je suis entrée dans une phase où j'ai fait une grosse pause parce que j'étais en confinement, je devais garder mes enfants, le business model tombait à l'eau, j'ai dit on va faire autre chose, quelque temps, on va être confinés, s'occuper des enfants, c'est déjà un s'occuper de soi pour essayer d'être bien mentalement parce que c'était pas facile. Et j'ai mis Utopia de côté en me disant on reprendra quand la situation permettra de reprendre, quand on verra clair, etc. Ce confinement, en fait, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais m'a fait du bien. Avant cette époque-là, en fait, j'étais une grosse bosseuse. J'allais chercher mes enfants à 19h à la garderie et je trouvais ça limite que mon école ne propose la garderie que jusqu'à 19h. Et encore, avec mon conjoint, fallait vraiment qu'on s'extrait du boulot pour réussir à être là à 19h et l'autre bossait jusque... Bref, on voyait pas beaucoup nos enfants. On bossait beaucoup, voilà. C'était un mode de vie qui nous semblait normal. Et cette grosse pause où j'étais plus chez Ikea, j'étais plus sur mon projet, j'étais confinée à la maison avec mes enfants. Alors, j'ai pas fait l'analyse tout de suite sur le moment. Comme tout le monde, être à la maison avec les enfants, enfin comme beaucoup de monde je pense, être à la maison avec les enfants, ça crée des tensions. C'est pas toujours facile, mais avec le recul a posteriori, ça m'a vraiment changé mes envies. De mode de vie. Et donc, clairement, si j'avais ouvert la Utopia V1, j'étais partie pour bosser 80 heures semaine dans un modèle exacerbé de ce que je faisais encore avant. C'est-à-dire encore moins voir mes enfants, encore plus bosser. Et cette phase-là m'a donné envie d'autre chose, m'a donné envie de plus voir mes enfants, de plus profiter, de bosser moins d'heures, etc., etc. Donc, et aussi, il faut le dire aussi, dans mon couple, j'avais eu des enfants 5 ans auparavant à peu près, 5-6 ans, mon conjoint a gardé les enfants tous les samedis où j'ai travaillé chez Ikea, seul. Et c'était pas un choix. C'était une nécessité parce que moi, je travaillais très souvent le samedi. Et donc, c'était pas forcément bien vécu. Quand c'est pas un choix, c'est rarement bien vécu. Et donc, ça faisait aussi un peu partie du deal depuis longtemps
de quand est-ce que t'arrêtes de bosser le samedi. Donc là, j'étais partie, je commençais à me dire, d'abord je vais arrêter de bosser le samedi et je vais bosser moins de 80 heures par semaine. 50, c'est déjà pas mal. Voilà. Et je pense que c'est important aussi de se rendre compte que créer son entreprise, c'est beaucoup d'heures, mais c'est aussi un choix de quels moyens on met pour combien de temps on veut bosser. On en parlait encore tout à l'heure. Avant d'enregistrer. Mais après, on n'a pas toujours le choix parce que c'est un choix qui dépend de moyens. Mais en tout cas, j'ai décidé d'essayer de me donner les moyens de plus bosser le samedi et de pas bosser 80 heures, mais de quand même créer ma boîte. Je sais pas. Très bon choix. Où j'en serai dans 3 ans, mais en tout cas, c'est mon point de départ. On est comme sur les tapis de yoga. T'as fait un choix. Voilà. Tu mets une stratégie en place. Donc voilà, bon bref, on va passer un peu sur ces 2 ans, mais en gros, une V2 d'Utopia naît, qui est du coup l'Utopia actuelle, et donc, je vais enfin vous dire ce qu'est Utopia. Qu'est-ce que c'est après 1 heure d'écoute de podcast. T'es meilleur que moi en teasing. Non, j'espère qu'il reste quelqu'un. Ma mère et mon père, à mon avis. Peut-être des gens de ton côté, mais en tout cas, ma mère et mon père, ils sont en train d'écouter. Donc Utopia, en fait, c'est aujourd'hui la V2, et donc c'est la V2 qui est née. C'est un lieu de vie dédié aux parents, qui est presque 4 entreprises en une seule. En fait, c'est un salon de thé, dans lequel les parents peuvent se sentir bien, et les enfants sont les bienvenus. Donc il y a une offre sympathique de choses à manger, des boissons chaudes, boissons fraîches, etc. pour les parents, mais il y a aussi des jeux de société, une cabane dans laquelle les enfants peuvent jouer, etc. Je reviendrai sur le pourquoi. Il y a aussi une boutique de vêtements enfants de seconde main, pareil, je reviendrai sur le pourquoi après. Il y a aussi une salle de conférence dans laquelle on fait des conférences sur la parentalité, et on fait aussi des ateliers créatifs. Donc, salon de thé, boutique de vêtements, ateliers créatifs, salle de conférence. Donc on peut dire que c'est presque 4 business en un seul lieu, qui, je pense, est une des raisons pour laquelle tu m'as fait venir. Carrément. Moi, je me suis dit, j'ai créé un truc avec à peu près presque 2 activités. Déjà, je me dis, mon Dieu. Mais là, il y a 4 activités et des activités bien éloignées les unes des autres. Voilà. Donc, la V2 d'Utopia, c'est ça. Je monte le nouveau business model. Donc, il y a plus de salle de sport, même si, dans la salle de conférence, j'ai mis un sol en liège qui permet de faire du sport. Voilà. C'est une bonne idée. Voilà. Bref, la V2 née. Alors là, c'est là que je vais essayer de pas être brouillon parce que c'est pas très loin dans le temps. Et du coup, et puis j'ai pas pris de notes au fur et à mesure sur ce que je faisais. C'est pas très donc grave, je vais essayer de réfléchir dans quel ordre j'ai fait les choses. Donc j'ai peaufiné ma V2. J'ai écrit le business plan. J'ai réécrit mon modèle Canva en mode qu'est-ce que je vends, combien je le vends, à qui je le vends, qui est ma cible, etc. Parallèlement, bien en amont, dès le départ, j'avais créé une page Insta parce que je m'étais dit il faut que je crée une communauté qui sera là au moment où je vais ouvrir, et donc si je le fais la veille de l'ouverture, ça va pas le faire. Donc très en amont, j'ai créé une page Insta. Pourquoi Insta ? Parce que j'ai analysé que ma cible était sur Insta. Je sais pas si on va rentrer dans le détail, mais non, voilà. Mais c'est une très bonne, c'est une très bonne synthèse entre guillemets voilà. pour que les gens se disent pourquoi elle va plus sur Insta qu'ailleurs. Voilà, donc pas Facebook, Insta. Je crée ma page, je commence à communiquer. Donc pour commencer à communiquer, ça veut dire que je réfléchis à une ligne éditoriale qui va intéresser ma cible. Je décide d'une ligne éditoriale qui va intéresser ma future cible d'Utopia. Pas rentrer dans le détail non plus de la ligne éditoriale, mais c'est une réflexion de qu'est-ce que je raconte aujourd'hui alors que j'ai pas encore d'entreprise qui va intéresser les parents pour que un jour je switch en mode j'ouvre un lieu de vie pour les parents et que les gens restent. Et comment tu trouves ton local ? Tu continues à chercher dans la même ville à la Madeleine ou ? Ça a été extrêmement compliqué. En fait, dans mon premier business model, je louais le local. C'était un local de 265 mètres carrés à 3300 € par mois. Il y avait environ, je sais plus, mais environ 150 000 € de travaux. Voilà, donc ça c'était pour la V1 d'Utopia qui ne s'est pas faite. Et toute la phase où j'ai pu reposer, réfléchir et bosser sur la V2, je me suis dit, la V2 ce sera pas exactement pareil, ce sera pas le même montant de travaux, etc., etc. Mais globalement, c'est la même chose. Je n'arrivais plus à imaginer un tel investissement de travaux dans un local en location.
Donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un local à acheter. Je ne peux pas mettre autant d'argent sur un truc qui n'est pas à moi. Ouais, je comprends. Et en fait, quand tu veux ouvrir ton business sur un local en location, en 2 mois, c'est faisable. Parce que il y a énormément de locaux à trouver. Je dis pas que c'est facile. Enfin, il y a énormément de locaux à louer. Je dis pas que c'est facile. Faut trouver le bon local, faut trouver le bon format, faut trouver le bon emplacement. Mais il y en a. Des locaux à vendre, il n'y en a pas. Parce que tout est pris par les investisseurs. Dans les nouveaux immeubles en construction que tu auras dans 2 ans, souvent il y a des locaux au rez-de-chaussée. J'en ai notamment un en tête en bord de Deule à Saint-André, donc soyons clairs, un emplacement de merde. Ami Saint-André. Non, mais c'est pas dans une zone commerciale, c'est pas une comprends. rue passante. Bref, c'était 699 000 € les, je sais plus, 400 mètres carrés. Donc inaccessible. Pour mon budget, inaccessible. Donc j'ai cherché un local à acheter, pas très cher, bien placé. Avec une taille suffisamment importante quand même. Au moins 150 mètres carrés. Bah il y en a pas. Donc j'ai cherché des mois et des mois. J'ai tout essayé, d'acheter des vieux hangars. J'ai tout regardé, les vieux hangars, les vieilles granges. À un moment, je me suis dit, bah, je vais aller plus au sud de la métropole lilloise. Je vais m'éloigner. Tant pis, mon concept est tellement sympa que les gens feront la route. Peut-être. Après, je me suis dit, je vais déménager. Comme ça, je vais acheter une maison avec une grange et je ferai mon business dans la grange. Ça me reviendra moins cher parce que si je vends ma maison et que j'achète un truc plus éloigné vu que moi je suis près de Lille pour le même argent, bref, des solutions, j'en ai épluché plein parce que je ne trouvais pas mon local et je n'ai jamais trouvé jusqu'à ce que je crois pas au destin, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il y a pas tout à fait de hasard et que quand des fois il y a des choses qui arrivent comme ça, c'est comme par hasard le bon moment, c'est qu'il faut saisir, quoi. Donc je visite un vieux hangar, tout pourri, dans une zone où juste en face, c'est une ancienne friche et tu sais pas ce que la ville va décider de faire, tu sais pas s'ils vont faire une station d'épuration ou des logements, quoi, et j'hésite. Et je devais donner une réponse le vendredi. Et une dame, je sais pas comment on dit, une chasseur immobilier. Chasseuse de tête immobilière. Qui travaille pour les professionnels, que j'avais sollicité, mais à la V1 d'Utopia, m'appelle, alors que j'ai pas eu de nouvelles, donc depuis 1 an et demi, m'appelle et me dit, j'ai un truc pour vous. J'ai même 2 trucs pour vous. Un, ça fait, je sais plus, 75 mètres carrés. Non, c'est trop petit, pas la peine. L'autre fait 230 mètres carrés. Elle me parle du local actuel d'Utopia, en fait. Donc c'est, moi j'habite juste à côté. Donc c'est juste à côté de chez vous. C'est plus grand que ce que vous voulez. C'est dispo. Par contre, c'est à la location. Et peut-être que je peux négocier avec le propriétaire 5 ans de location et un achat à l'issue de la 5e année. C'est pas sûr. Faut que je vois avec lui. Mais par contre, il y a quelqu'un qui l'a visité et qui veut le prendre en location et qui donne sa réponse demain. Oh, merde. Pour le louer, et à la base il est en location, et le bailleur n'a pas prévu de le vendre. Donc si le locataire potentiel dit je prends en location, il n'y a plus de local. Ok, go, on y va cet après-midi. Je le visite, au lieu de faire 150 mètres carrés, il en fait 230. Au lieu d'être à, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai dit 3300 € de loyer pour 165 mètres carrés. Là, on est à 2200 € de loyer pour 230 mètres carrés, donc plus grand, moins cher. Dans 1 an, j'ai un super U qui arrive juste en face, et non pas une station d'épuration. Ce qui est mieux pour le business. Donc voilà, j'ai pas le temps de réfléchir parce qu'il faut décider tout de suite. Il est magnifique, il est tout vitré, j'adore le local, il est pas cher. Je lui dis, ok, on essaye de négocier 5 ans de location et un achat à l'issue de la 5e année. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai signé un bail de 5 ans avec un achat à l'issue de la 5e année. Donc le prix d'achat est déjà négocié, tout est bouclé pour dans 5 ans en fait. Voilà. Donc pour répondre à ta question, le local, ça a été très compliqué. Voilà, moi je le dis clairement à tous les entrepreneurs qui veulent acheter, c'est très compliqué. Louer, je pense que c'est beaucoup plus facile. Après, ça dépend de la surface. Ouais. En fait, ça dépend du montant de travaux que vous voulez faire. Moi, Utopia, j'avais besoin de quelque chose de très adapté à mon business, et donc il y avait beaucoup de travaux. Je sais pas moi, si on veut faire juste de la restauration entre guillemets, et qu'on prend un local destiné à la restauration qui est déjà équipé comme ça, louer est très judicieux. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux, donc il n'y a pas beaucoup d'investissement initial à perte, entre guillemets.
Mais moi, avec la quantité de travaux qu'il y avait, c'était pas judicieux. Tiens, en parlant finance et aspect judicieux, les banques. Les banques et les prêts divers et variés. Il y a plein d'aides pour créer son entreprise. Il y a des prêts à taux zéro, il y a des prêts pour les jeunes, il y a des prêts pour les femmes, il y a des prêts à taux préférentiel, il y a des ceci, des cela, des subventions, etc., etc., etc. Et il y a l'apport perso et il y a la banque. Ma vision des choses, avec les taux actuels du marché qui sont extrêmement bas, c'est que je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher divers prêts à taux zéro, plus emprunter à la banque. Donc, je dis n'importe quoi comme chiffre. Admettons, un prêt à taux zéro de 10 000 euros, un autre prêt à taux zéro de 10 000 euros, un prêt à taux faible de 10 000 euros, puis emprunter 30 000 à la banque. Donc, en gros, on a emprunté 30 000 à taux zéro, puis on a emprunté 30 000 à la banque. Ça va générer sur les premiers mois de création d'entreprise, même si les prêts à taux zéro souvent accordent, par exemple, 6 mois où on rembourse pas. Alors, disons que pendant 6 mois, on ne rembourse que la banque. Ensuite, à partir du 6e mois, on va devoir rembourser les 3 prêts à taux faible, plus la banque. Donc on va avoir des mensualités énormes, parce qu'on doit rembourser 4 prêts différents. Alors que si on avait emprunté les 60 000 euros à la banque, on n'aurait que la mensualité de la banque à payer, avec un taux à 0,65, au lieu d'un taux 0. Donc j'invite vraiment les entrepreneurs en création d'entreprise à réfléchir à ça, et à ne pas se jeter sur l'accumulation de prêts à taux 0, dans un contexte où les taux sont hyper faibles. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que pour obtenir ces prêts à taux zéro, il faut faire des dossiers, faut aimer l'administratif, quoi. Exactement, merci. Alors je veux bien faire une petite aparté sur le sujet. Utopia n'a aucune subvention, aucune aide, à part celle de la mairie de la Madeleine d'un montant de 3 000 euros que j'ai demandé hier. Je n'ai rien. Je peux vous dire que j'ai épluché l'ensemble des aides disponibles. Rien que de les comprendre, c'est très long. À la BGE, ils ont beau faire un super boulot de recensement, et je pourrais donner des liens où il y a des résumés de ce qui existe. J'ai tout épluché. J'avais probablement droit à des choses. J'ai essayé de monter les dossiers. Ça m'a pris des heures et un temps fou. Et j'ai fini par abandonner, pour faire court, parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Entre le temps que ça prend... Après, c'est sur la taille de mon projet. C'est-à-dire que je pense que si on a un projet à 15 000 euros, le jeu en vaut la chandelle d'essayer d'obtenir une subvention de 5 000. Quand on a des projets beaucoup plus gros, passer 1 semaine, 2 semaines à monter des dossiers pour obtenir des subventions de 5 000, c'est du temps perdu. Voilà. Je suis d'accord. Du temps, de l'énergie, de l'humeur et du bien-être dans son projet perdu. Je me suis épuisée à essayer de monter des dossiers jusqu'au jour où j'ai dit « Allez, ça suffit, j'arrête, j'abandonne ». Des trucs où enfin bref, voilà, on te demande l'agrément truc pour avoir le machin, et puis une fois que tu dis l'agrément truc, en fait il faut 1 an d'activité pour l'avoir. Tu pouvais pas me le dire avant, au départ du truc. Enfin bref, voilà. Donc moi ça j'ai abandonné. Voilà pour toute la partie financière. Je pense qu'on a fait le tour. Et tu t'es retrouvé de ce fait-là à avoir dans ton projet l'idée d'embaucher des personnes aussi. Oui, c'était un état de fait dès le départ. C'est-à-dire que je sais qu'il y a notamment des restaurateurs qui le font. Alors justement, en écoutant et les podcasts et des personnes de mon entourage qui, par exemple, dans un salon de thé, se lèvent à 5h du mat', cuisinent, vont faire les courses, reviennent faire le service, faire je sais pas quelle heure, allez, 17h, nettoient, rangent chez elles, font leur compta, l'administratif, etc., parce qu'elles gèrent seules, et se payent le SMIC, voire moins, ça, c'était pas envisageable pour moi. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'en bossant 90 heures par semaine, je pensais, avant d'ouvrir, que j'aurais pu tenir Utopia toute seule. C'est-à-dire être là le matin pour ouvrir et accueillir les clients jusqu'au soir et faire tout le reste en dehors de ces horaires-là. Je pense que ça aurait pu être envisageable. En réalité, aujourd'hui, j'ai un monde tellement fou le mercredi et le samedi notamment, que de toute façon, même seul, à 3, on a du mal à servir tous les clients. Donc de toute façon, maintenant que je vois comment ça se passe, ça aurait pas été possible. Mais donc, de toute façon, ce n'est pas ça que j'avais envie de vivre. Donc ça faisait partie de ce que j'avais dit au niveau confort de vie, d'avoir au moins quelqu'un qui bosse le samedi pour que moi, je puisse être en repos. Et de toute façon,
moi, ma vision est que mon boulot, c'est d'être dans la stratégie d'Utopia. Mon boulot, c'est de faire la communication d'Utopia, de développer Utopia, et donc il faut que quelqu'un d'autre soit présent sur les lieux pour accueillir le client. En résumé, c'est la phrase qu'on dit souvent, c'est travailler pour son entreprise et pas dans son entreprise. Bien sûr que de temps en temps, il faut mettre les mains dans son entreprise, mais la majorité du temps, un chef d'entreprise doit bosser pour son entreprise. C'est ça, exactement. Donc actuellement, j'ai 5 personnes dans mon équipe, toutes à temps partiel. On peut revenir d'ailleurs sur cette question de temps partiel. Énormément de monde embauche à temps plein. Et énormément de monde a été surpris par le fait que j'embauche uniquement à temps partiel. Donc j'ai 2 20 heures, 2 contrats de 20 heures par semaine, 2 contrats de 15 heures par semaine et un contrat de 8 heures. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir 3 ou 4 personnes qui travaillent le samedi, alors que si j'avais 2 temps plein et un 8 heures. Au mieux, si je veux qu'ils aient un samedi de temps en temps de repos, etc., j'aurai 2 personnes le samedi, et donc j'ai beaucoup moins de bras sur un instant, pour la même masse salariale. Donc voilà, réfléchissez au temps partiel quand vous avez besoin de recruter. En plus, il y a des gens qui ont envie de travailler en temps partiel. Oui, j'imagine. Et je rappelle, petit aparté, qu'il est interdit de faire travailler à temps partiel des personnes qui souhaitent travailler à temps plein. Donc il faut recruter des personnes qui ont envie de travailler à temps partiel. Donc je ne sais pas, des étudiants, des parents au foyer qui veulent un revenu complémentaire, ou des entrepreneurs qui ont besoin d'un revenu complémentaire à leur création d'entreprise. Voilà, donc ça c'est pour la partie employé. Il y a quelque chose qui m'est passé par la tête, j'ai oublié. C'est surtout l'idée, ce sera peut-être pour peut-être conclure et arriver sur ce que c'est, expliquer un tout petit peu ce que tu fais sur le salon de thé, nous donner un petit peu ce qu'on peut venir manger chez toi, manger et boire, et puis expliquer un petit peu le concept des bavardages dont j'ai vu parler. Voilà. Oui, on peut, vite fait, même si, j'avoue, c'était pas dans mon idée de faire faire ma pub. Ouais, mais on peut, et l'idée qui m'a traversé l'esprit, c'est de parler d'agilité. On y reviendra du coup après. Oui, donc, Utopia, on peut parler de ça aussi. Utopia, c'est une SARL de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce que, alors je vais expliquer ce que c'est, je vais vous dire pourquoi et après je vais expliquer ce que c'est. Donc ça me tenait ça me tenait à cœur d'apporter ma contribution positive au monde. C'est ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc le statut SARL, vous irez lire les statuts n'importe où, vous verrez pourquoi j'ai choisi ça. Mais de l'économie sociale et solidaire, donc ESS, ça veut dire que j'ai écrit dans mes statuts que Utopia n'est pas avant tout là pour faire du chiffre d'affaires, mais est avant tout là pour apporter quelque chose, soit à l'environnement, soit à la société. Et en l'occurrence, ça c'est le principe de l'ESS, et en l'occurrence, Utopia fait les deux, apporte à la société du bien-être parental, du coup je réexpliquerai comment, et à la planète, avec la boutique de seconde main, notre objectif c'est d'augmenter la durabilité des textiles, de travailler l'économie circulaire, et d'avoir le moins de déchets possible. Et donc ça, tu l'écris dans tes statuts, et tu t'engages financièrement à ne pas tout mettre dans ta poche à titre perso, mais à développer ton entreprise au maximum et à laisser l'argent dans l'entreprise pour finalement développer ton but qui est de faire du bien aux hommes et à la planète. On a déjà entendu cette phrase ailleurs, mais voilà, c'est ma volonté. Ouais, le principal c'est de le faire. Donc à ma petite échelle, je fais ce que je peux sur ce sujet et ça me tenait donc à cœur d'être une entreprise d'économie sociale et solidaire. Encore une fois, ça fait pas partie des choses simples. Alors j'aurais pu payer un avocat spécialisé sur le sujet pour rédiger mes statuts, j'aurais pu dépenser de l'argent que j'avais pas, donc je l'ai pas fait. Et donc j'ai rédigé mes statuts moi-même, et rédiger des statuts soi-même, c'est long et fastidieux, mais voilà, comme je voulais absolument être une entreprise d'économie sociale et solidaire, je l'ai fait moi-même. Et donc ça implique pas mal de choses dans le quotidien de l'entreprise et dans la gestion. Ceux qui veulent iront sur les sites de l'ESS et trouveront toutes les infos. Et donc, pour revenir sur le concept Utopia, du coup, il y a cette boutique de seconde main qui est un dépôt-vente, comme je viens de le dire, avec notamment comme objectif de faire durer les textiles, mais aussi, du coup, puisque c'est un dépôt-vente, de rapporter de l'argent aux familles qui sont pas loin du magasin, puisque c'est eux qui récupèrent une partie de l'argent, évidemment, je prends ma marge, normal, qui récupèrent une partie de l'argent des vêtements déposés, donc ça permet de faire gagner l'argent à des gens très proches. L'idée aussi, c'est d'apporter un service
qui permet aux parents de se simplifier la vie, parce que revendre les vêtements de ses enfants pièce par pièce, avec une négociation pièce par pièce, faire des photos, les envoyer, etc., c'est fastidieux. Là, on dépose tout chez Utopia, et c'est Utopia qui gère tout. Donc évidemment, c'est énormément de boulot, énormément de main-d'œuvre en tri de vêtements, en étiquetage, etc., ce qui justifie la marge qu'on se fait. Mais c'est une grosse simplicité aussi pour le déposant. Et donc, pour le client qui achète les vêtements, c'est des vêtements en parfait état, moins cher que neuf, évidemment, environ 50% du prix du neuf. Il y a un choix de dingue, il y a 2000 pièces, du 0 au 14 ans, parce que je tenais à ce qu'on puisse arriver chez Utopia en ayant du choix et en pouvant rhabiller son enfant. Je voulais pas qu'on arrive là en disant « Ah bah j'ai eu un coup de cœur sur une pièce, mais en fait, moi c'est la rentrée, j'ai besoin de 3 pantalons, 3 t-shirts, j'ai pas juste besoin de la jolie robe pour aller à la soirée chez mémé. » Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a énormément de choix, c'est parce que je veux que ce soit une vraie adresse de destination où les gens peuvent habiller, pas de la tête aux pieds parce qu'on fait pas de chaussures, mais leur enfant complètement. Okay. Donc ça c'est la partie boutique. Le salon de thé, en fait, l'idée de base d'Utopia, je suis désolée pour eux, c'est l'antithèse de Kidzee, de Taolina, etc., etc. Alors, Taolina, Kidzee, c'est génial quand on veut faire plaisir à son enfant, mais soyons honnêtes, c'est pas pour le parent. C'est une souffrance pour le parent. Ce n'est pas un moment agréable parce que c'est extrêmement bruyant et que l'offre alimentaire n'est quasiment pas adaptée à l'adulte. Là, du coup, je suis partie à l'opposé. J'ai fait un lieu agréable pour les parents dans lequel les enfants peuvent s'amuser. Donc, il y a du thé, du café, il y a de la bière, il y a des cookies, des pâtisseries, bref, et une chouette cabane pour les enfants, des jeux de société, de la grenadine et de la limonade. Cool. Voilà, en petit format, avec une paille en silicone souple qui permet, voilà, des chaises hautes, etc. Bref, donc voilà, c'est sympa. D'abord pour les parents, mais aussi pour les enfants. On fait des conférences qui s'appellent Bavardage, qui est un format en fait dans lequel un expert d'un sujet intervient, expert de la parentalité. Alors on démarre avant la grossesse avec le parcours PMA notamment, mais aussi l'alimentation de la femme enceinte, yoga prénatal, etc., etc. Et on va jusqu'à l'adolescence et on essaie d'aborder tous les sujets qui questionnent les parents. L'idée étant que le parent puisse échanger avec un expert, mais aussi rencontrer d'autres parents qui s'intéressent au même sujet. Je sais pas, je prends que ce soit la PMA, l'enfant précoce, n'importe quel sujet. Souvent, on n'a pas dans notre entourage soit de personnes qui vivent la même chose, soit de personnes à qui en parler. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de passer du temps avec un spécialiste de la question, mais aussi à la fin, le café est inclus. Et on peut se poser dans le salon de thé avec les autres parents, papa, maman, qu'on a rencontrés pendant la conférence, et en fait se faire des potes qui comprennent le sujet dont on parle. Voilà, c'est ça. Et éventuellement, ensuite, si on a envie, on se revoit, quoi. Mais voilà, c'est créer un entourage aux parents qui peuvent parfois se sentir seuls sur certains sujets. Et puis les ateliers créatifs, je veux dire, comme leur nom l'indique. Voilà, c'est plus simple à appréhender comme concept. Donc voilà les quatre parties d'Utopia. C'est ouvert bientôt depuis 2 mois. Utopia, ça a ouvert le 18 décembre. Et du coup, je pense que c'est une bonne occasion de parler d'agilité. Alors moi, agilité, c'est un mot que j'ai beaucoup lu dans ma phase de création et auquel je me suis pas intéressée. Je pense qu'il y a des théories sur le sujet que je n'ai pas lues. Et du coup, j'ai pas envie de parler de la théorie de l'agilité, mais de mon agilité à moi. En fait, déjà, entre la V1 d'Utopia et la V2 d'Utopia, il a fallu faire preuve d'une certaine agilité. Et je pense qu'elle est extrêmement nécessaire. Et je pense beaucoup d'entrepreneurs en manquent, peut-être faute de temps et faute de capacité de prise de recul sur ce qui se passe. Moi, quand j'ai imaginé la V2 d'Utopia, j'ai imaginé que c'était une boutique de vêtements dans laquelle, on va dire, 1 client sur 4 allait s'asseoir pour boire un café et que les clients qui sortaient de conférences allaient parfois saisir l'opportunité de s'asseoir pour boire un café. J'ai pas les chiffres là en tête, j'ai pas pensé à les regarder avant de venir, mais on va dire que j'avais imaginé que par exemple j'allais faire 3 tables par jour dans le salon de thé.
et que j'allais vendre beaucoup de vêtements, beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers créatifs. Clairement, le salon de thé, c'était 16% de mon business model. On va pas dire peanuts, mais à peu près. Pas grand-chose. Ça va faire 2 mois que c'est ouvert. Je me fais exploser sur le salon de thé tous les jours des vacances scolaires, tous les mercredis, tous les samedis, et j'ai au moins 15 tables un mardi d'école. Donc c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Clairement. Pas du tout ce que j'avais prévu. Et donc là, il faut faire preuve d'agilité. C'est-à-dire notamment au niveau des stocks, rien que ça. Rien que ça. C'est-à-dire que c'est trop frais. J'ai pas encore posé toutes les analyses, etc. Mais il va falloir que je le fasse parce que je vends, mais pas comme j'avais prévu. Donc déjà, est-ce suffisamment rentable ? Je pense que oui. Mais je préfère m'en assurer. Il y a un questionnement à avoir. Voilà, parce que c'est pas la répartition de marge que j'avais prévu. Et puis, tout con, mais je te le disais en arrivant, moi, pensant avoir 4 tables par jour, j'avais acheté une chaise haute. C'était suffisant pour 4 clients par jour. Clairement, il faut que je réadapte l'espace. En fait, il faut que j'ajoute des tables, des chaises hautes. Enfin voilà, le samedi, on se fait mais exploser. J'ai 3 à 4 personnes derrière le comptoir qui courent pour servir tous les clients. On prend les jeux des enfants et on les installe comme table pour accueillir les clients en leur disant désolé, j'ai une chaise enfant, est-ce que, enfin voilà, on refuse les clients quoi. Donc il a fallu faire preuve d'agilité avant l'ouverture, mais aujourd'hui je vais devoir aussi en faire preuve et modifier mon business à la réalité de ce que veulent les clients. Et aujourd'hui, par exemple, un exemple dont je peux déjà parler, j'ai du monde on va dire les jours où il n'y a pas école. J'ai du monde le matin, j'ai extrêmement de monde l'après-midi parce que c'est l'heure du goûter, et entre midi et 2, il n'y a personne. Je ne fais pas à manger. Oui, ok. Je ne fais pas à manger, je n'ai qu'une offre sucrée. Donc, entre midi et 2, il y a personne. De temps en temps, il y a des gens qui sont là le matin, qui vont chercher un sandwich et qui restent jusqu'à l'après-midi. Mais voilà, j'ai personne. Donc, une grosse demande, c'est « Mais quand est-ce que vous faites à manger le midi ?» Pourquoi vous faites pas manger le midi en fait ? Pourquoi je fais pas manger le midi ? Parce que je croyais que j'allais faire 4 clients par jour dans mon salon thé et que c'est une boutique de vêtements mon business, donc je fais pas à manger. Mais pourquoi tu me demandes ça ? Mais ouais, mais en fait les clients qui entrent chez Utopia, qui voient un comptoir, une cuisine et des tables, ont envie de manger là le midi. Oui. Et donc là dans les tuyaux, il y a la réflexion de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas en fait. Donc je pense que je vais y aller. Mais voilà, ça fait partie de la réflexion actuelle. Et comment je continue quand même à promouvoir les autres parties du business. Alors les ateliers créatifs, ça cartonne, les conférences, ça dépend du sujet, la boutique de vêtements, elle est en constante évolution. Mais voilà, c'est quand même déjà 4 sujets en parallèle, et en fait, je vais devoir ajouter restauration de midi. En plus. Voilà. Et c'est pas le même métier. Et mon équipe est pas prête à ça, elle a pas été formée, donc comment je fais ça Eh ben, tu sais quoi, moi je pense que ce qui va être intéressant, c'est que là on est en train de parler des prémices de l'agilité. On se prévoit un rendez-vous obligatoire vers, j'en sais rien, septembre, octobre, novembre, décembre, quelque chose comme ça, au moment où tu auras un peu de recul, et de refaire un épisode donc, plus court, mais sur effectivement ce que tu auras mis en place, quelle agilité tu auras eu. Peut-être que tu auras mis en place une offre salée, puis que tu l'auras enlevée parce que tu te seras rendu compte que. Mais voilà, ça sera l'exemple typique de ce qu'un entrepreneur fait et qu'on suit dans la continuité, parce que dans Allez, vas-y, on met en avant les gens qui passent à l'action, mais passer à l'action, c'est pas un one-shot et puis on s'arrête. C'est comme pour une association, on lance pas un truc et puis après c'est terminé. On essaye d'aller déjà au bout de la mission. Là, on peut fermer l'association si on veut, ou après on la fait perdurer. Voilà, donc on fera ce truc-là. Est-ce que, avant de terminer, parce que on a fait vachement plus long que ce qu'on pensait, mais c'est très bien, les gens ils les écouteront en 2 fois, 3 fois s'ils veulent. Est-ce que tu avais encore un truc à dire que tu n'as pas pu placer et que tu voulais vraiment placer ? Non, on est bon. On est bon. Eh ben, écoute Anaïs, merci beaucoup. Je te remercie pour tous ces partages qui seront à mon avis très utiles. On fera en sorte de mettre bien tous les trucs qu'on a dit dans les notes du podcast, donc on va faire attention et je te solliciterai pour être sûr d'avoir tous les liens. Mais en tout cas, merci pour ce moment et ce partage. Merci à toi. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Anaïs, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.